Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour un nouvel épisode qui s'adaptait des Incontournables, série que je vais revenir vers elles parce qu'elles sont de si bonne qualité. Et c'est pas forcément un incontournable dans le sens où je voulais en parler, mais je me rends compte que c'en est un, donc on va faire une pierre deux coups. Donc je voulais parler de Sakura, chasseuse de cartes depuis fort longtemps parce que c'est bon, et que ça a une place particulière dans mon cœur parce que c'est au début de ma découverte des animes manga. Mais que j'avais pas pris le temps de le faire parce que j'aurais aimé me refaire la série pour vraiment donner un avis qui est plus près de la réalité et qui n'est pas juste des souvenirs qui sont peut-être pas hyper adéquats, mais je n'ai pas le temps de me refaire ces 64 ou 72 épisodes où je ne prendrai pas le temps tout simplement. Donc plus que j'aurais voulu les écouter en VF comme jadis je l'ai fait, quoique ça aurait pu être intéressant peut-être d'écouter ça en VO, mais j'ai quand même vraiment bien apprécié la VF et il y aura un petit élément de nostalgie là-dedans, mais bref, je ne le ferai pas. Mais on va quand même faire la vidéo malgré tout, donc vous pourrez me corriger s'il y a des trucs qui sont manquants. Donc, Sakura chasseuse de cartes. J'en ferai pas une review à proprement parler, donc je vais vraiment peut-être plus surveiller des points qui en font à mon avis un incontournable. Un gros monument, je trouve, de la Japan Animation. Je parlais pas du manga, je ne l'ai pas lu. Je pense que l'anime fait un bel ajout par rapport au manga. Il y a des éléments qui sont omis, mais globalement, je pense que ça fait bien le café. Donc, quand même, un petit résumé si vous ne connaissez pas. Admettons. Donc Sakura, chasseuse de cartes, c'est un magical girl. Donc Sakura vit dans notre monde. C'est une lycéenne, collégienne bien comme les autres. Et elle tombera sur, par hasard, le livre de Clo qui recèle 52 cartes. Et elle va, sans vouloir, libérer les 52 cartes. Et ainsi, via Kerobero, l'espèce de mascotte de la série, gardien des cartes, elle aura comme mission d'aller récupérer et de recapturer les cartes. Elle aura donc le titre de chasseuse de cartes. Donc, pourquoi cette série-là est à ce point-là incroyable, je trouve? C'est un shoujo, de base, donc c'est pas un shonen, mais je trouve que ça ratisse très large. Et c'est là, on va y aller vraiment par grande catégorie, je trouve que ça a une maturité quand même qu'on retrouve pas tant même dans des shonen. Bon, on me dira peut-être parce que les filles sont plus matures que les hommes, mais quand même, bref, c'est pas juste des amourettes, on a vraiment des relations plus profondes là-dedans. Et si ça pouvait déjà me parler quand j'étais quand même très jeune, je pense que j'ai écouté cette série-là vers les 10-12 ans, je trouve que c'est encore très pertinent maintenant. En fait, je me rends même compte que c'était beaucoup plus pertinent que je le pensais à l'époque. On a des relations différentes à la foisée, donc tout le monde peut se retrouver d'une certaine façon. Il y a bien évidemment la relation plus stéréotypée, Lionel Sakura, et on y reviendra, mais assez classique, mais on va quand même bien foutu tout simplement. Mais il y a d'autres choses, il y a plein d'autres relations. Premièrement, on a la relation Sakura Mathieu, donc une jeune fille qui est amoureuse d'un plus vieux, et on verra les enjeux que ça peut poser, et que bien évidemment beaucoup de filles pouvaient peut-être s'identifier à ça, il y a des choses à apprendre. Sakura qui va finalement se rendre compte que l'amour il n'est pas réciproque, et comme c'est souvent le cas. Donc il y a ce type de relation-là qui est quand même assez long dans la série, et bien travaillé, je vous dirais d'emblée. La même ordre d'idée, on a une lycéenne qui clairement est amoureuse de son enseignant. On n'ira pas trop loin dans cette relation-là, probablement pour des raisons évidentes. On dirait qu'il n'y a pas réciprocité, mais encore une fois, c'est aussi un type de relation qu'on peut nous-mêmes parcourir dans notre vie, fait que ça vient... On peut s'identifier un peu à ça aussi également. Également, il y a des relations plus, peut-être, secrètes dans Sakura chasseuse de cartes, mais avant, j'ai oublié de celle-là, il y a Stéphanie Lionel, qui est un peu une relation forcée. Ça, c'est plus rare dans la vie de tous les jours, mais c'est quand même intéressant. Et c'est cousin-cousine, mais bon, dans le temps, c'était... Dans d'autres cultures, c'était quand même bien vu. Mais quand même, un autre type de relation qu'on peut découvrir assez... donc, un autre type. Et maintenant, dans les relations vraiment plus secrètes, c'est jamais vraiment affirmé officiellement. Donc, ils n'ont pas le même courage que, par exemple, avait Avatar Legend of Korra. Mais il y a clairement une relation homosexuelle entre Mathieu et Thomas. C'est pas dit clair net, mais si on se lire entre les lignes, c'est là, tout simplement. Donc, c'est quand même semi-audacieux. Mais encore une fois, peut-être jeune, on le comprend moins bien, mais qu'on grandit, clairement, c'est à peu près là. Et même là, cette relation-là, on pourrait presque dire que Thomas, en fait, est peut-être bisexuel, c'est pas tant clair, parce qu'il y a quand même une relation avec Katia, qui, elle, est vraiment plus officielle. Donc, c'est même plus riche qu'on pourrait y croire. Il y a également Katia, qui est probablement, encore une fois, c'est jamais vraiment confirmé, mais il faut lire les lignes, elle a une relation avec Anthony, la réincarnation de Chloride. En passant, j'ai écouté ça en VF, fait que je vais utiliser les noms de la VF. Donc, Eriol, je suis pas habitué à ça, c'est Anthony. De la même façon que j'ai dit dans le passé, là, mais c'est pas Shaolin, c'est Lionel. Et je trouve qu'on pourra y revenir plus tard,
Mais bref, les noms de la version française. Donc, il y a une relation entre ces deux-là, et c'est intéressant parce que, oui, Anthony est très jeune, ça peut paraître bizarre, mais c'est une vieille âme, hein, c'est une réincarnation. Donc, un autre type de... Parce qu'on peut quand même s'identifier à ça, hein. On peut être très jeune et très mature, et être attiré peut-être par quelqu'un qui a la même maturité que nous, mais malheureusement, on ne le retrouve pas dans notre groupe d'âge à nous, il faut aller dans du plus vieux. Donc, il y a vraiment ce panoplie de relations-là, et on pourrait même ajouter peut-être... encore une fois, là, c'est plus ambigu, là, mais clairement, la mère de Tiffany... vraiment en pincé très fortement pour celle de Sakura. Encore une fois, hein, Tiffany, si elle existe, c'est parce qu'elle a probablement un père, hein, mais quand même, si on regarde entre les lignes, peut-être quelque chose ici et là à explorer. Donc, il y a vraiment des relations à boire et à manger, et ça nous aide à apporter un regard sur notre monde. Fait que c'est quand même, je trouve, très mature en ce sens-là, notamment les relations homosexuelles à l'époque. Quand même, on est dans les années 2000-2005. C'est quand même audacieux, même si, encore une fois, ils assumaient pas complètement. Je sais pas si dans le manga ça allait plus, mais bon. Également aussi, autre point pour lequel Sakura, à mon avis, c'est un incontournable qui marque, et on se dit waouh, c'était vraiment au niveau du chara-design. Si on veut, il y a une générosité dans cette série-là qui est incroyable. Premièrement, on a les 52 cartes. Les cartes en elles-mêmes, juste l'objet physique, hein, c'est designé, mais ce sont des créatures qui ont leur propre design, 52 designs différents. Dans le manga, il y a moins de cartes de clos, donc c'est pour ça que je trouve que l'anime est peut-être une amélioration. 52 semaines, 52 cartes, c'est quand même une belle symbolique. Donc chaque carte a quand même un chara-design assez marquant, bien foutu. Donc il y a ça. Il faut aussi ajouter que, généralement, on le sait, hein, dans les shonen ou shoujo, hein, les personnages principaux, c'est souvent encore pas mal toutes les séries, là, mais ils portent généralement les mêmes vêtements parce qu'on ne va pas se casser la gueule alors mettre des nouveaux vêtements toujours. Pas dans Sakura chasseuse de cartes. Dans le sens où, quand Sakura va faire la chasse aux cartes, eh bien, Tiffany, son amie, va toujours lui faire un nouveau costume pour l'événement et elle se fera un plaisir de le filmer. Donc, c'est-à-dire qu'à peu près pour chaque épisode, on a un nouveau costume qui sont toujours très bien foutus. Donc, c'est pas rien. C'est une générosité quand même assez... incroyable à ce niveau-là, faisant en sorte qu'on peut se dire, bon, ben, quelle est notre carte préférée selon le design, mais aussi tout simplement, quelle est notre... On pourrait faire un top 10 hein, des costumes de Sakura. Je pense pas qu'on peut en dire autant dans d'autres œuvres, et surtout encore moins un top 20, parce que ça serait possible. Donc, c'est vraiment bien, ça marque pour cet aspect-là quand on repense à Sakura chasseuse de cartes. Vraiment la générosité au niveau du chara-design. Ensuite, et là j'ai sauté tout au chara-design, mais on pourrait... Allons-y avec l'histoire. Si on veut. C'est un peu une review en tant que telle. Donc, l'histoire est quand même surprenante pour du shoujo d'une certaine façon. Hein. Le twist, et attention, vous n'avez pas vu la série, hein, que Mathieu est en fait Yue. Difficile de le voir venir, honnêtement. C'était assez bien. Ensuite, pour la deuxième partie, c'est là où peut-être que c'est moins intéressant dans le sens où on apprend qu'il y a Anthony quand même assez rapidement. Il y a une part de mystère, mais on sait que c'est derrière tout ça. Donc, on nous éclaire quelque chose sans tout complètement nous éclairer. C'était pas forcément le meilleur des choix, mais quand même, on a un scénario qui est bien. Mais ce que j'apprécie surtout, c'est que c'est de la génération d'or, c'est-à-dire qu'on a des animés qui ne durent pas que par saison et qui sont quand même bien foutus, hein, on se le dira. Donc, on prend le temps de bien développer, je trouve, les choses. Et notamment, la relation Sakura-Lionel, qui, d'emblée de jeu, on ne croit pas que la série est vraiment à propos de ça. Et en fait, elle ne l'est pas réellement. Mais... ça se développe très lentement. Généralement, dans ce genre de série-là, on aurait plus l'habitude de très rapidement voir « Ok, il y aura une amoureuse dans ces deux-là, mais merci, bonsoir. » Pas tant ici. Ça prend son temps. Avant tout, ils sont rivaux, vraiment, et Lionel ne porte pas particulièrement Sakura dans son cœur, mais ses sentiments se développeront, et il apprendra avant tout à le découvrir, à comprendre ce que c'est, et à se poser la question de qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à ça, et éventuellement déclarer sa flamme. Et durant pas mal toute la série, on n'a pas vraiment l'impression que c'est réciproque pour Sakura, parce qu'elle est trop... omnibulé par Mathieu. Et en parallèle, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une relation Lionel-Mathieu et que ça aidera Sakura à mieux voir sa propre relation. Donc, encore une fois, c'est assez riche, ça interagit. Et donc, tout ça sur un spectre de... Parce que Lionel n'est même pas là au début de la série. Je ne sais plus quand est-ce qu'il débarque, là, mais il n'est pas là complètement au début. Donc, probablement sur un 60 épisodes. Donc, une belle évolution réelle, lente, organique, qui n'est pas forcée. Et ça fait plaisir à voir, de voir cette relation-là, qui je trouve est aussi un des points forts de la série. C'est la voir évoluer. Autre point qu'on peut soulever, les musiques. Bien évidemment, Sakura chasseuse de cartes, c'était dantesque, je trouve. Des musiques qui étaient enlevantes, joyeuses. Sakura chasseuse de cartes, c'est la joie de vivre, presque incarnée, je trouve. Bien qu'il y ait des moments qui sont profondément plus tristes.
Et on pourra peut-être, si je fais un retour en arrière sur la maturité, là, mais tout le passage avec Chloride, hein, qui se dit que bon, tant qu'il meurt, hein, c'est le cycle de la vie, il faut pas le combattre, mais l'accepter et tout le tralala. C'était vraiment un excellent épisode. De mémoire, dans le manga, c'est encore pire. Hein, littéralement, il saute la vie, il se suicide, si je me trompe pas. Donc, c'est encore plus sombre. Donc là, ici, c'est peut-être juste un peu sous-entendu, mais moins clairement. Mais n'empêche, belle maturité au niveau de la série-là, et la musique venait un peu faire le contre-jour à ce moment-là plus sombre pour juste nous dire que, hey, après les décès, il y a toujours un printemps à la vie et ça en vaut la peine. Donc, les musiques dans Sakura, c'était vraiment de la bombe. Et je conclurai peut-être avec l'idée de la VF, dans le sens où c'est à une belle époque de la Japan Animation, où au niveau des génériques, il y a encore un effort qui est fourni. On se souvient hein, des génériques peut-être un peu plus foireux de Naruto. Rejoins le clan de Naruto. Hey, oublie la souffrance et la peur. Et surtout Dragon Ball. Hein. Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Mais Sakura Chasseuse de cartes a fait la démonstration qu'on peut faire un générique français qui est bien. Je fais peut-être une mission du premier générique de Sakura Chasseuse de cartes qui est notable. On pourra le noter, si je ne me trompe pas. Au Québec, on n'a pas repris ça. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils disaient justement que c'était trop français. Bon, bref, ils ont fait des choix. Mais le premier générique de Sakura, vraiment francisé, c'était pas mauvais en soi, là, mais on sentait vraiment que ça jurait un peu peut-être avec le côté Japon du truc. Ils se sont repris pour les 2 derniers génériques, où ils ont juste vraiment repris le générique tel qu'il est, ils ont traduit les paroles, ils ont fait une reprise de la chanson, mais en français. Et ça fait vraiment bien le café. Absolument. Et c'est juste la chose à faire, à mon avis. Mais l'enjeu, c'est qu'on le voit avec les 10 dernières années, ils ont juste abandonné les studios français. Et un générique, bon, on va prendre celui japonais, merci, c'est fini. Et c'est dommage, parce que souvent, des fois, les génériques sont conçus pour l'anime avec des paroles qui peuvent refléter ce qui se passe. Bah, pas là. On s'est dit, bof, ils comprendront rien, ça sonne bien, c'est tout. Et voilà. Et je trouve ça dommage, dans le sens où j'apprécie bien le générique en japonais de Sakura, j'apprécie aussi bien celui en français. Je peux faire les deux. Maintenant, je peux juste faire celui japonais parce qu'ils ne font plus l'effort d'en faire une traduction ou une reprise, tout simplement, de bonne facture, et qu'ainsi des talents locaux peuvent plus briller. Je trouve ça dommage. Et à l'époque, Sakura fait justement la démonstration que c'est possible de le faire et que ce soit de excellente facture. Avant de tirer la conclusion, j'aimerais parler de Sakura Clear Card, la suite qui avait été annoncée. Il y avait eu beaucoup de hype par rapport à ça, et pour être bref, c'est très décevant. On a une suite qui se passe plus tard dans la série, et qui est encore plus tard pour nous les fans, mais on a un tout qui est beaucoup plus niais, je trouve moins mature que Sakura à son époque. Et c'est difficile de comprendre, à moins qu'ils veulent vraiment juste toucher un nouvel auditoire, mais bon, c'est une suite, on pourrait faire plaisir aux vieux fans. Hein, dans la première série, les cartes parfois étaient difficiles à capturer. Ici, dans Clear Card, c'est à la limite, tu fais juste savoir, mais ce qui se passe, c'est l'effet d'une carte, et voilà, Sakura quand même l'a capturé. Donc vraiment, c'est une suite qui est pas à la hauteur du tout. Hein. Sakura Chasseuse de cartes, c'est un incontournable. Sa suite, très contournable. Donc, ceci conclurait, je pense, mon incontournable sur Sakura Chasseuse de cartes. Donc, en rappel, Sakura, c'est un anime qui était très mature pour un shoujo, un chara-design de fou, avec une générosité qu'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs, je trouve. Et pourtant, c'est plus vieux. C'était donc plus dur à animer en théorie. Hein. Comme quoi, la technologie n'aide pas tout. Et histoire quand même très bien. Et musique hyper enlevante. Donc, vraiment une belle série. Je me souviens encore de la publicité à l'époque. Ils ont vraiment plus la tournée, justement, peut-être shonen, sans le vouloir, là. Vraiment que on alternait sur les différentes cartes, ça avait l'air quand même sombre et super intéressant, un peu plus sombre qu'un Pokémon honnêtement, là, donc c'était peut-être un peu mensongère, mais quand même réussi à happer, créer la hype, et ben finalement je suis quand même pas déçu par le produit qui était de très bonne facture, et redisons-le, je suis très déçu qu'on ait perdu ce modèle-là, si on veut, d'anime sur le long terme, parce que malheureusement on dirait que les conditions d'animation au Japon ne le permettent plus, ça s'est dégradé. C'était l'âge d'or des animés, je pense, 80 jusqu'à peut-être 2005. Après, malheureusement, on y va par saison. C'est un choix que j'ai déjà salué, mais je salue pourquoi? Parce que le modèle, il n'arrivait plus à le faire tout simplement de bonne qualité. Dommage.
Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, j'en ai pas la moindre idée. Comme toujours, hein, les commentaires sont les bienvenus pour essayer de me donner des idées. On trouvera bien. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine critique exigeante. C'est le commencement d'un nouveau printemps. Ni